Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Hubert de Vauplan, c'est pas Pause, hein, ça c'est pas mon nom. Donc il doit y avoir des slides qui doivent arriver. Je, je, je suis censé avoir une zapette. Elle est là, et c'est à moi de la passer, d'accord. Et en plus, il faut bosser. Il fait bosser, il faut bosser. Donc, je suis avocat, mais c'est pas dans cette qualité que je vous parle aujourd'hui, parce que vous allez voir, la présentation est plutôt macro que vraiment juridique. C'est pas le lieu ici. Bon, moi, j'ai un passé de banquier, j'ai un passé de trader dans les produits dérivés aussi, bien que je sois avocat, docteur en droit et professeur à l'université. Et en fait, le monde des cryptos, je suis tombé en 2012 quand j'ai quitté le monde bancaire en 2011 et je me suis plongé dedans assez vite parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens déjà à l'époque, mais qui n'étaient pas très encore connus avec le monde bancaire et le monde des paiements. Et pour ceux qui viennent régulièrement ici, dans mes 7 minutes que me laisse généralement Laurent, je vous dis un petit mot à chaque fois sur stablecoin. Donc là, j'ai le temps pour vous dresser un panorama. Donc c'est un panorama qui est assez général et ce panorama, bon, vous aurez le temps pour poser des questions après, mais ce panorama, il est à la fois un peu technique dans certains aspects, mais il veut vous montrer le lien avec le monde du paiement. C'est ça l'idée, d'accord? Donc on commence, si vous voulez, et on commence par des choses assez simples sur de quoi va-t-on parler. Donc vous avez ici l'ensemble du sujet sur les stablecoins que je vais évoquer avec vous. En fait, il y a un an, je vous aurais fait cette présentation. Je pense que la salle n'aurait pas été comme aujourd'hui assez pleine. Il y a 2 ans, n'en parlons pas, pour tout un tas de raisons. L'une des raisons, bien sûr, c'est l'arrivée au pouvoir du président Trump, qui, dans le monde des cryptos en général, mais dans le monde des paiements et des paiements sous forme de stablecoin, a vraiment changé la donne. Il y a un avant et après la présidence Trump pour les cryptos et pour les stablecoins. Je ne vous parlerai pas, parce que ce n'est pas l'objet, même peut-être très vaguement, à la fin de la loi Genius aux États-Unis, mais c'est vraiment cette loi et ce qui a précédé cette loi qui a donné le coup d'accélérateur en dehors du petit monde des cryptos, pour dire il est en train de se passer quelque chose. Et vous avez vu tout ce qui se passe. Il n'y a pas un jour, il y a une annonce d'un grand établissement américain, que ce soit dans le monde du paiement, dans le monde de la banque, dans le monde de l'asset management, dans le monde des marchés financiers, qui fait une annonce autour non seulement des cryptos, mais des stablecoins. Donc, parlons un petit peu chiffres au début, sachant que c'est une des difficultés qu'on va avoir quand on parle de chiffres. On nous dit toujours, et c'est vrai que le monde des cryptos et donc des stablecoins est un monde dans lequel on a une traçabilité du fait de la blockchain. C'est parfaitement exact, mais vous allez voir tout à l'heure que je vais illustrer que cette traçabilité, elle est un peu compliquée quand on veut trouver des chiffres un peu précis. Donc, alors, mes slides, elles suivent pas l'évolution des cours tous les jours, hein, donc forcément, en ce moment, le marché est un peu volatile sur les stablecoins. Donc, la capitalisation boursière, c'est le point qui est important. Donc, elle a beaucoup évolué. Elle est autour de 300 milliards de dollars. Finalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas tellement en valeur absolue qu'est-ce que représente la capitalisation boursière de toutes les cryptos, mais c'est quoi la part des stablecoins dans la part des cryptos. Parce que n'oublions pas qu'un stablecoin, c'est d'abord un instrument qui sert à faire un transfert d'argent. Je n'ai pas dit paiement volontairement, hein, j'ai dit un transfert d'argent. Donc, ce n'est pas une valeur volatile, puisqu'elle a, par construction, la valeur de 1 pour 1 par rapport à l'actif sous-jacent. Donc, peu importe l'évolution du cours de la crypto, Bitcoin, Ethereum ou autre, un stablecoin, sauf des PEG, on y reviendra tout à l'heure, n'a pas il n'y a pas d'impact de cours de bourse sur les stablecoins. Donc, quand on a un marché baissier sur les cryptos, avec un marché de stablecoins dont l'encours reste stable, forcément, la part des stablecoins dans le marché crypto augmente. Forcément. Donc là, les 7,5%, je pense qu'il faudrait un petit peu les réajuster à la hausse. Une autre chose importante à voir par rapport à ce marché des stablecoins, c'est la part, bien sûr, du dollar, enfin, vous voyez les chiffres, hein, c'est un marché dollarisé, d'où les questions de souveraineté dont on aura l'occasion de dire un mot tout à l'heure. Donc c'est un marché qui est déjà dollarisé. Et le troisième élément qui lui est lié, c'est les stablecoins en euros. C'est moins de 1% en vérité. Et même si on fait tout, on va voir après pour que cette part se développe. Alors, cette question
des chiffres qu'on arrive à avoir ou ne pas avoir. Je pense que la bonne illustration, c'est quand on parle justement des volumes. Alors, je vous ai parlé de capitalisation boursière, mais ce qui est intéressant, c'est les transactions. En fait, quand on parle de transactions sur les stablecoins, il y a plusieurs... C'est lié à des cas d'usage, mais il y a grosso modo 2 grands cas d'usage. Il y a des stablecoins qui fonctionnent comme des actifs de règlement et des stablecoins qui fonctionnent comme des modes de paiement. Autrement dit, il y en a certains qui sont la patte cash du règlement livraison dans les marchés financiers. Et puis il y en a d'autres qui servent à faire du transfert d'argent en remittance ou qui servent à faire tout simplement un paiement sur un achat d'un bien ou service. Et donc, quand on essaye de voir dans ces chiffres en valeur absolue, au moins ce que vous voyez, c'est que la tendance, elle est très nettement à la hausse dans l'augmentation des volumes. Mais si on se dit, c'est quoi la part de paiement dans le volume de transactions des stablecoins, là, les choses se corsent. Parce que la blockchain ne différencie pas si c'est un paiement ou c'est un règlement livraison. Et les chiffres que j'ai essayé de trouver, en fait, ne sont pas cohérents. Ils ne sont, comment dire, vous avez quelque chose sous les yeux, mais qui vous indique la part globale des paiements, tout type de paiements dans le monde confondu, y compris locaux, internationaux, peer-to-peer, B2B, B2B2C. Évidemment, si on prend l'ensemble des paiements, même si ce n'est pas 1%, même si c'est 3%, la part des stablecoins reste faible, voire très faible. Ce que je trouve plus intéressant encore, c'est de dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire avec précision quelle est la part des paiements de stablecoins à un instant T. Pourquoi? Parce que l'un des principaux cas d'usage des stablecoins, ce n'est pas un mode de paiement en B2B ou en B2C ou un mode de transfert d'argent. C'est le premier mode que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est un actif de règlement. Un actif de règlement qui sert à faire le règlement de livraison sur les plateformes de cryptoactifs. Or, les plateformes de cryptoactifs fonctionnent 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec des market makers, même si ce n'a pas le statut, et des investisseurs. Et la plupart de ces market makers utilisent des algorithmes de transaction, des robots de trading, pour effectuer leurs opérations sur ces marchés. Et sur les plateformes de crypto, on fonctionne en paire. On a une paire Bitcoin, euro, Bitcoin, dollar, Ethereum, euro, Ethereum, dollar. C'est toujours une paire qu'on achète ou qu'on vend. Donc il faut toujours, à un moment, passer par la patte, j'allais dire cash, en tous les cas par la patte non crypto proprement dit, mais stable. Et donc cette paire, en fait, les market makers, par les algorithmes et par leurs robots, font un volume très important sur ces plateformes. Les chiffres de Visa, donc, c'est de considérer que, grosso modo, si on retraite les volumes des transactions, transactions globales des stablecoins, c'est grosso modo 70% des transactions qui seraient, j'emploie le conditionnel, liées à du trading sur les plateformes. Le reste, ça serait d'autres cas d'usage, et les purs paiements, certains disent 1%, mais par rapport à quoi? Bon. Donc on a une question là-dessus, c'est quelle est la réelle part finalement des paiements dans le volume de transactions des stablecoins? Si quelqu'un a la réponse précise, je suis preneur, parce que j'ai vraiment cherché et j'ai vraiment pas trouvé, à part encore une fois des estimations, et des estimations pour moi ça n'est pas suffisant. Alors, une fois qu'on a vu, il y a le monde des cryptos. À l'intérieur du monde des cryptos, il y a les stablecoins. Et dans les stablecoins, vous avez grosso modo, il n'y en a pas que 3, mais il y en a même plutôt 2 gros émetteurs, qui sont Tether et Circle. J'ai aussi noté Ethina. Il y en a bien sûr d'autres, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais vous avez la part relative ici sur le graphique de droite de ce que représente
les deux principaux émetteurs et par rapport, chacun par rapport à eux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la part totale des stablecoins par rapport aux cryptoactifs. Donc, vous voyez, c'est monté jusqu'à 16%. C'était à l'époque, ce graphique a été fait mi-novembre, autour de 8%. Grosso modo, la part des stablecoins, elle oscille autour de 10% de la capitalisation boursière des stablecoins. N'oubliez pas, des cryptos. N'oubliez pas une chose, hein, un stablecoin, une quasi-monnaie, pas une monnaie, une quasi-monnaie, donc qui sert à faire du paiement ou du règlement de livraison. Donc le même stablecoin peut être utilisé X fois dans la même journée pour faire cette opération. Hein. Votre Ether ou votre Bitcoin que vous achetez, vous pouvez aussi faire du trading toute la journée, mais c'est un actif. Donc il a tendance à être gardé en tant qu'actif. Donc il circule beaucoup moins qu'un stablecoin. Un stablecoin, sa vocation, c'est de circuler plusieurs fois dans la journée, mais plusieurs fois, c'est pas 2, 3, 4 fois, lorsqu'un cryptoactif a moins vocation à circuler, sauf si vous êtes, encore une fois, un market maker sur ces actifs. Donc le graphique suivant, c'est un peu la même idée, c'est la part de cette, c'est comment dire, le montant en valeur absolue de la capitalisation boursière de ces stablecoins. Peu importe les chiffres, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un avant et après 2020, grosso modo. Donc on a toujours cette date autour de 2020 qu'on ressort en matière de paiement, hein, mais ici qui est important. Et ce qui est important là encore une fois, c'est de voir que cette part, elle a vraiment tendance à augmenter. Mais l'idée n'est pas que la part des stablecoins dépasse 30, 40, 50% de la part globale des cryptos, puisqu'encore une fois, leur vocation est différente. Hein. Ce sont des cryptos, mais ce sont des cryptos de paiement, là où les autres cryptos sont des actifs plutôt d'investissement. Et un actif d'investissement peut aussi servir, bien évidemment, d'instrument de spéculation. Alors, je vous ai dit que 99% étaient liés au dollar. Donc, il y a un petit pourcent ou même un petit peu moins de 400 millions qui sont de stablecoins qui sont en euros. Le plus important, c'est celui de Circle, le ROC. C'est pas le seul. Mais en fait, il y a un peu moins, il y a un peu plus de 10 émetteurs, entre 10 et 14, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, d'émetteurs de stablecoins réglementés en Europe. Certains sont d'ailleurs dans la salle. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, et on parlera tout à l'heure d'autres initiatives. Mais autour de cette question de l'euro, c'est de savoir quelle est la place d'un stablecoin en euros, et ça sera l'objet des discussions tout à l'heure, hein, quelle est la place d'un stablecoin en euros pour les besoins des marchés et des cas d'usage en Europe et en dehors de l'Europe. Pourquoi a-t-on véritablement besoin, à part de dire et de brandir le drapeau de la souveraineté qui est important, mais au fond, pourquoi a-t-on vraiment besoin, ou besoin tout court, d'un stablecoin en euros, non seulement en Europe, mais ailleurs? La question de la souveraineté est bien sûr un point important, mais on le voit déjà qu'aujourd'hui, cette souveraineté, on n'y répond pas, parce que 99% se fait en dollars. Donc le marché des cryptos est un marché dollarisé. Peut-on changer les choses et avoir un marché qui soit moins dollarisé? Pour quel cas d'usage? Ça sera sans doute une des questions qu'on verra tout à l'heure, notamment à propos de SG Forge et son stablecoin. Je reviens un petit peu en arrière sur l'image globale du monde des cryptos, puisque grosso modo, hein, la capitalisation boursière, vous l'avez vu, des cryptos, c'est 3 000 milliards de dollars. On dit c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. Hein. Si on compare la part que le Bitcoin représente 2 tiers hein, de ces 3 000 et quelques milliards. Et en fait, on s'aperçoit que le poids de l'or, enfin la capitalisation boursière, si je puis dire, de l'or, est X fois supérieur. Puis Nvidia, tout simplement, c'est 4 500 milliards de capitalisation boursière, c'est-à-dire plus que l'ensemble des cryptos. Hein. Et je ne parle même pas de Microsoft, machin, etc., etc. Donc on voit que dans ce classement ici, le Bitcoin, bien sûr, est dans les 10 premiers actifs. Je vais l'appeler financier, c'est pas vraiment exact, mais dans les 10 premiers actifs financiers en termes de capitalisation, mais c'est dépassé ou c'est assez loin des autres grands mastodons. Donc, pourquoi on parle tant finalement des cryptos? À cause de leur volatilité, certainement,
à cause d'un certain nombre d'autres éléments géopolitiques dont je dirai un mot tout à l'heure, mais finalement aussi à cause de cette, je vous l'ai dit, de cette présence importante des stablecoins en dollars. Alors, en Europe, on a quand même un certain nombre d'acteurs. Il y a SG Forge qui est là, il y a Salvus aussi qui est là, il y a Odo, dont je parlerai un mot, qui est là aussi. Mais vous voyez qu'on a quand même des acteurs comme Alipay, hein, c'est pas n'importe qui, hein, qui a demandé son agrément pour être émetteur de stablecoin. Donc c'est un marché qui est encore naissant, un marché encore neuf, les stablecoins euros. Et encore une fois, pourquoi faire ? Pourquoi j'ai besoin absolument, ou pas d'ailleurs, d'un stablecoin euro, si je peux faire la même chose en stablecoin dollar. Et donc le pourquoi faire répond à la question des cas d'usage. Ça, c'est un graphique un peu compliqué que j'ai trouvé sur dire finalement c'est quoi les cas d'usage des stablecoins. Juste une seconde, ouais. Je vois tout le monde prendre la photo, vous aurez tous les slides. Oui, c'est pas la peine. Vous pouvez prendre Laurent en photo, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et en fait, ce que montre ce graphique, c'est que les cas d'usage sont différents d'une zone géographique à une autre. Et à l'intérieur d'une même zone géographique, il peut y avoir des cas d'usage différents. Si je résume un petit peu ce slide, finalement, on s'aperçoit que dans un certain nombre de pays avancés, moyennement avancés en termes de développement, l'usage le plus fréquent du stablecoin, c'est le paiement, soit en remittance, c'est-à-dire soit en transfert d'argent nord-sud ou est-ouest, soit en paiements locaux, même en paiements locaux. Et donc, le stablecoin est d'abord un instrument qui répond à une défiance, pour X raisons, de la monnaie locale. Défiance pour des raisons politiques, pour des raisons de conflits civils ou internationaux, pour des raisons d'inflation, on pense à la Turquie où la livre turque n'a pas arrêté de baisser. Donc, en fait, le stablecoin porte bien son nom, il est stable, de 1 pour 1 par rapport au dollar, et si je détiens sur mon compte, pensez au Liban, hein, mais pas que, le Liban, c'est un petit pays, mais Turquie est plus grand, vous avez votre compte en banque en livres turcs, bah, votre pouvoir d'achat, j'allais dire en dollars, n'arrête pas de baisser. Si vous voulez garder votre pouvoir d'achat, vous convertissez votre compte, bien évidemment, en stablecoin. Donc ces cas d'usage dans ces pays sont assez différents de ceux qu'on voit en Europe, aux États-Unis, d'une manière générale dans les pays dits économiquement avancés, où là, ça sert aussi et on verra aux États-Unis plus qu'en Europe, à faire des paiements de proximité sur les e-commerce. C'est là où ça vous intéresse. De plus en plus d'acteurs d'e-commerce acceptent des paiements en stablecoin. Et ça sert, là encore, pour de l'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on rentre dans le monde des cryptos en tant qu'investisseur, il faut bien un moment que je convertisse mes dollars contre... je ne fais pas du trading directement dollar contre Bitcoin. Hein. Je dois passer par un stablecoin parce que c'est un actif numérique lorsque le dollar n'est pas numérique. On en reparlera aussi sans doute tout à l'heure. Dans ce monde des cryptos, les actifs sont numérisés. Le dollar n'est pas numérisé. Comment je numérise le dollar? Par un stablecoin qui est lui-même numérique. Donc quand je veux acheter de l'Ether ou autre chose, en fait, je suis obligé de convertir d'abord mon dollar en stablecoin dollar et ensuite acheter de l'Ether. Donc en fait, plus il y aura une acclimatation des plateformes et des marchés des cryptos dans la population, plus l'usage des stablecoins dans les pays dits avancés va encore augmenter. Et si on regarde ça maintenant en matière de quels sont les pays dans lesquels les usages sont l'utilisation des stablecoins sont plus importants, ça ne vous étonne pas que c'est l'Amérique du Nord et essentiellement les États-Unis, où finalement 23% de la population détiennent des cryptos. Alors c'est toutes cryptos confondues ici, mais comme je vous l'ai expliqué, qui dit crypto dit forcément stablecoin. Hein. Donc la part est importante lorsqu'en France, et Faustine s'en souvient avec comment on dit ce qu'on fait tous les ans à la DAN, là, les études, pardon, qui disent que c'est 10% en France. Excuse-moi, merci Faustine. Ouais, il n'a pas fait d'études, si tu veux, donc faut bien qu'il se rattrape. C'est un mot, il n'a jamais eu l'occasion de le faire.
Et donc, en Europe, ça reste faible, même si c'est assez disparate. Et cette disparité, on la voit par exemple dans le graphique suivant, qui est un peu la même idée, c'est-à-dire quelles sont, en valeur absolue, cette fois-ci, c'est l'Inde qui est le premier pays en nombre d'utilisateurs. Hein, je n'ai pas le nombre exact, mais vous avez l'Inde, suivi des États-Unis. Et puis finalement, on a quand même le seul pays européen, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne au 17e rang. Mais vous voyez bien que en nombre de citoyens, en nombre d'individus, c'est pas l'Europe dans lequel les cryptoactifs, donc les stablecoins, sont les plus en pourcentage de détention et en utilisation. Il faut aller dans tous ces pays que vous voyez, parfois sont quand même des pays largement avancés, hein, la Corée, le Japon, bien évidemment, mais encore une fois, regardez les autres pays, ça correspond encore une fois à des cas d'usage différents. Donc il faut bien avoir en tête ces cas d'usage différents qui correspondent à des besoins différents. Et c'est parce qu'on a des cas d'usage et des besoins différents que finalement, les superviseurs, les régulateurs, les organisations internationales se disent qu'est-ce que c'est que cet engin qu'est le stablecoin qui est en train de changer complètement la manière dont moi, régulateur, superviseur ou banque centrale, je vois le monde des paiements. Parce que jusqu'à un passé récent, et encore pour le principal émetteur de stablecoin qui est Tether, ce monde n'est pas régulé. Il n'est pas régulé géographiquement, il n'était pas régulé au titre des émetteurs. N'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les stablecoins, c'est un actif ou une quasi-monnaie qui circule partout à travers le monde. Est-ce que j'ai une loi mondiale? Non. Donc, théoriquement, le stablecoin devrait être conforme à la réglementation de chacun des pays dans lequel il est utilisé. Pour autant qu'il existe une réglementation, il y a deux grandes réglementations, Europe avec MiCA, États-Unis avec Genius, mais les émetteurs de stablecoin, ils doivent faire un choix. Est-ce que je veux être régulé en Europe et aux États-Unis et ou est-ce que je reste non régulé? La plupart des émetteurs de stablecoin, pas tous, mais je dis le premier d'entre eux, Tether, n'est pas régulé. Il a annoncé son intention d'être régulé aux États-Unis, mais pas en Europe. Pas en Europe. Et donc, forcément, quand on dit, mais il y a des tas de flux de paiement qui sont effectués en dehors des infrastructures de paiement traditionnelles qui échappent finalement aux superviseurs, aux régulateurs et d'une manière générale à la Banque centrale, ça interroge ces organisations. Non, mais ces acteurs-là, il faut à un moment les réguler. Et c'est pour ça aussi qu'était l'une des réponses, en tous les cas au niveau européen, de l'euro numérique, c'est de dire c'est la réponse. On a vu ce matin, mais je partage cette opinion, hein, c'est de dire que la réponse au stablecoin, c'est l'euro numérique de détail. Puisque l'euro numérique, la première motivation qui a été avancée à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, c'était Libra. Libra, c'était finalement un stablecoin avant l'heure. Un stablecoin avant l'heure, c'est-à-dire un stablecoin, c'est-à-dire un mode de paiement numérique assis sur un panier de devises et pas sur une seule devise, et qui était mondial. Donc Libra de Facebook. Et donc c'est en réaction à ce projet qui a avorté, mais qui a conduit derrière à l'apparition des Tether, Circle ou autres, que les banques centrales se sont dit, mais pour contrer ce mouvement, non seulement on va mettre en place de la régulation, mais on va émettre quelque chose qui donne plus confiance, c'est la question, hein, qui est une monnaie numérique de banque centrale. Et vous savez que les États-Unis, en tous les cas avec le président Trump, ont indiqué qu'il n'y aurait jamais, en tous les cas tant que le président Trump sera président, d'émission de dollars numériques. Donc, il faut replacer le contexte des stablecoins par rapport au contexte un peu géopolitique. Alors, je vous parle beaucoup de stablecoins. Alors, maintenant, si je fais un petit peu un petit résumé de ce que je viens de vous dire, c'est un actif de paiement, enfin, pardon, c'est un actif de règlement, ça sert aussi de mode de paiement. Mais qu'est-ce que c'est juridiquement? On va le voir dans une seconde quand même. Et en tous les cas, c'est une sous-catégorie des cryptoactifs. C'est-à-dire que quand on regarde les réglementations, y compris les réglementations américaines, c'est une sous-catégorie. Eux appellent ça digital assets, nous on appelle ça cryptoactifs, mais c'est une sous-catégorie. Et ce qui est important là-dedans, c'est de voir que ces stablecoins, surtout dollars, en fait, ils permettent de continuer d'assurer la domination du dollar en tant que monnaie mondiale et en tant que monnaie de réserve aussi des banques centrales. Vous avez vu que
certaines banques centrales commencent non seulement à côté de l'or et du dollar, de mettre des bitcoins ou des cryptos dans leur bilan. Alors, au Luxembourg, ce n'est pas la Banque centrale, c'est le fonds souverain, parce que le Luxembourg, c'est quand même l'euro, donc la BCE va regarder ça d'un œil un peu bizarre. En Suisse, les Suisses commencent à acheter un peu de bitcoin, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de banques centrales, y compris au niveau européen, qui se disent j'y vais. Je crois que c'est la République tchèque, si Martin peut me confirmer ça, hein, qui a aussi dit qu'elle allait mettre des bitcoins dans ses réserves. Autrement dit, les cryptoactifs, et quand les cryptoactifs et bitcoin, et stablecoin, c'est lié, deviennent non seulement un instrument d'investissement, mais aussi un instrument de réserve. Ça commence à être vu comme ça. Et alors, l'autre élément que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, parce que ça vous intéresse un petit peu moins, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les journaux à propos de la souveraineté, c'est que, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais la pédagogie, c'est de répéter les choses différemment, c'est que quand vous émettez un stablecoin, vous devez avoir une réserve, je vais y revenir après, et cette réserve, elle est investie en tout ou partie dans des actifs hautement liquides, et les actifs hautement liquides, pour du dollar, ça s'appelle un T-bonds, ou plutôt un T-bills, c'est-à-dire un bon du Trésor américain, d'une maturité en général inférieure à 3 mois, lié à ce qu'on appelle le bank run, qu'on appellerait plutôt ici le redemption run. Et donc, en fait, quand vous émettez un stablecoin, vous financez la dette américaine parce que vous avez dans vos réserves des T-bills, et ce qui conduit Tether aujourd'hui à être le 7e acheteur de T-bills dans les enchères du Trésor américain. Alors, j'ai plus le rang pour Circle, mais les projections qui ont été faites par certains, si on triple ou on quadruple le montant d'émission des stablecoins, ferait que les émetteurs de stablecoins seraient dans les 5 premiers détenteurs de la dette publique américaine. Pour le dire autrement, un porteur de stablecoin, ça peut être un Américain, mais ça peut être un Indien, un Pakistanais, on l'a vu, hein, et c'est plutôt aussi un Indien, un Pakistanais qu'un Américain. Donc ce sont les Indiens, les Pakistanais et les Européens qui financent la dette américaine. Non pas à travers des produits d'assurance ou des produits de fonds MMF ou autres, mais en détenant un stablecoin qui leur sert pour faire leur paiement de proximité. Et là, c'est la domination du dollar qui arrive. Et Trump l'a très bien compris. En disant, je n'ai pas besoin d'émettre une monnaie numérique de banque centrale. Ma monnaie, elle est déjà dominante. J'ai juste besoin de m'assurer que ma monnaie reste dominante par rapport au yuan ou autre. Comment m'assurer qu'elle reste dominante? Je fais confiance au secteur privé, on en parle aussi ce matin, et le secteur privé, il a trouvé un actif, quelque chose, qui s'appelle un stablecoin, émis en dollars, et en plus, ça me finance ma dette. Et en plus, auprès de porteurs que je ne connais même pas, parce que ce sont des Pakistanais, des Indiens, des Européens, au pire, j'en ai un à faire. Parce que la question, c'est bien évidemment, en cas de défaut, qui paye les pots? Ben, c'est les porteurs, bien évidemment. Si c'est un porteur indien, pakistanais, européen, pour le président des États-Unis, c'est le cadet de ses soucis. Donc vous voyez comment le stablecoin dans les dispositions géopolitiques répond à la fois à la domination du dollar, répond aux besoins de financement pour la dette abyssale américaine, répond à la vision américaine de préempter tout ce qui est numérisation de l'économie en faisant des stablecoins dollars la monnaie de référence pour tout ce qui concerne l'évolution des actifs et notamment de la tokenisation de ces actifs. Alors, je dis que je ne ferai pas beaucoup de droit, mais j'en reviens quand même 2 secondes et demie, parce que c'est pas que totalement négligeable. Donc, ça porte son nom, hein, un stablecoin, ça a vocation à maintenir une valeur stable de 1 pour 1. 1 pour 1, pourquoi? Parce que j'ai un actif de réserve, on verra un peu plus tard comment ça fonctionne, mais j'ai un actif de réserve, et cet actif de réserve, il est censé correspondre 1 pour 1 à la contre-valeur de ce que vous avez émis. Donc je suis un émetteur de stablecoin, j'ai en réserve autant de dollars que ce que j'ai émis en Canada Dry de dollars. Parce qu'un stablecoin, c'est un Canada Dry de dollars, hein, pour ceux qui buvaient encore du Canada Dry. La question est de savoir si j'ai bien 1 pour 1. Et où est ce 1? Et est-ce que ce 1, c'est-à-dire cette réserve, elle est facilement liquide, hein? Bon, ça, c'est la question qu'on va voir après. L'autre point par rapport au stablecoin, c'est de dire, mais c'est quoi la différence entre un stablecoin et d'autres instruments, comme notamment les deposit tokens? Alors, aujourd'hui, il y a tout
un débat autour de savoir, mais finalement, quand j'émets un stablecoin, c'est quoi la différence par rapport à un deposit token? Alors vous verrez ça dans les slides, vous l'avez sous les yeux, mais enfin, les mots ont leur importance. Un deposit token, c'est un dépôt. C'est un dépôt bancaire. Simplement, il est numérisé. Soit il est numérisé en ce qu'on appelle account basis, soit il est numérisé en token basis. C'est-à-dire que la représentation de ce dépôt est soit une inscription en compte, soit un token qui représente le dépôt. Je ne rentre pas dans le détail, mais à la fin, c'est un dépôt. Un stablecoin, juridiquement, ce n'est pas un dépôt. Ça a la couleur du dépôt, mais ce n'est pas un dépôt. Donc ça n'obéit pas du tout aux mêmes règles, prudentielles notamment, hein, qu'un deposit token. Alors bien évidemment, un stablecoin, ce n'est pas un titre financier. Hein, ce n'est pas ce qu'on appelle un security token. Un titre financier, c'est une action, c'est une obligation, c'est une part d'OPC, c'est rien de tout ça. N'oubliez jamais que le règlement MiCA concerne les cryptoactifs, dont les stablecoins. Le règlement ou la directive MIF concerne les instruments financiers. Ce sont deux mondes différents. Et le monde du paiement, c'est bien sûr DSP2 et demain DSP3, etc. Donc on a des règles différentes pour chacune des catégories de ces actifs. Et un stablecoin, c'est bien sûr pas une monnaie digitale de banque centrale, puisque l'émetteur de stablecoin n'est pas une banque centrale, et surtout n'étant pas émis par une banque centrale, ça n'a pas le pouvoir libératoire, comme disent les juristes, legal tender, ça n'a pas le pouvoir libératoire de la monnaie. Quand vous payez en euros, votre dette que vous avez, vous êtes commerçant, est libérée, comme disent les juristes, hein, c'est-à-dire qu'elle est accomplie, vous avez payé votre dette en donnant votre billet de 20 euros, et seule la monnaie fiduciaire, contrairement à la monnaie scripturale, a ce pouvoir libératoire, hein, ce qu'on appelle le cours légal. Donc il est certain qu'un stablecoin, il n'y a pas de contestation, c'est pas de la monnaie légale, ça n'a pas cours légal, ça n'a pas force libératoire du débiteur, mais ça fonctionne comme la monnaie. Simplement, ça n'a pas cette caractéristique de la monnaie. Hein. Mais pour le reste, c'est quand même très proche. Alors, juste pour continuer ces grands aspects, à côté, en tous les cas dans le droit européen que je vous ai évoqué, tout le règlement MiCA, à côté des stablecoins qu'on appelle les Electronic Money Tokens, vous avez les Asset Reference Tokens, qui sont grosso modo des tokens dont le sous-jacent est soit autre chose qu'une monnaie légale, soit plusieurs monnaies légales. D'accord? Donc c'est un panier, autrement dit, un ART, c'est Asset Reference Token, c'est un panier d'actifs. D'actifs, ça peut être de l'or, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'or et du dollar. C'est un panier, là où l'Electronic Money Token, c'est une seule monnaie sous-jacente. D'accord? C'est ça la grande différence qu'on ne retrouve pas dans le Genius Act, hein, ni ailleurs, mais bon, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Il n'y a pas d'asset reference token qui ait été aujourd'hui émis. Hein. Ce n'est pas encore le cas. C'est d'ailleurs assez compliqué d'émettre un asset reference token. Alors, du coup, comment j'émets un stablecoin et qui sont les émetteurs de stablecoin, puisqu'on est dans le monde un peu quand même du paiement. Donc, qui sont les émetteurs de stablecoin? En fait, des banques et des prestataires de paiement. Alors, ce matin, en me réveillant, j'ai vu l'annonce d'hier de BNP Paribas, donc je n'ai pas eu l'occasion de mettre à jour mon slide. Donc c'est plus 9, c'est 10, là, tout en haut. C'est plus 9, mais c'est 10 banques européennes qui sont regroupées dans un consortium pour émettre un stablecoin euro. Je vais y revenir. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'en droit européen, qui peut émettre un stablecoin? Un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique. Pourquoi? Parce que juridiquement, on a considéré qu'un stablecoin était d'abord la monnaie électronique et aussi un cryptoactif. Cette double nature, c'est un peu comme le Christ, hein, si vous voulez, une nature divine et voilà. Donc là, c'est pareil, c'est double nature, cryptoactif et paiement. Mais c'est de la monnaie électronique. Donc, qui peut émettre de la monnaie électronique? Les banques. Il y a assez peu de banques en tant que banques qui ont mis la monnaie électronique. Généralement, c'est délégué à leur filiale EME et les établissements de monnaie électronique. La plupart des émetteurs aujourd'hui, tous, sauf un dont je parlais tout à l'heure, d'émetteurs de stablecoin, d'EMT, donc en euros, sont des établissements de monnaie électronique. Et donc vous avez ce projet qui a quelques semaines, auquel BNP Paribas s'est rejoint, de dire, bon, nous on va faire un consortium pour émettre un stablecoin euro. En fait, c'est une réponse
coordonnée pour les questions de souveraineté que j'évoquais tout à l'heure. La question qui n'est pas encore d'une grande clarté, parce qu'ils n'ont pas communiqué encore beaucoup, c'est pour quel cas d'usage. On comprend que c'est pour du paiement. OK, tant mieux. Quel type de paiement, etc. Bon, où seront les réserves? Elles seront splittées entre les différentes banques, mais comment? Il y a des banques qui ne sont pas arrêtées de la même manière dedans. Il y a des banques qui sont quand même très bien arrêtées, d'autres sont un peu moins bien arrêtées. Comment tout ceci va se passer? La gouvernance, c'est un EME qui sera une filiale. Bon, on va voir comment ça sera noté par Standard & Poor's. Vous avez vu que Standard & Poor's, d'ailleurs, a dégradé la note de Tether, est passé à la note la plus basse, qui va de 1 à 5, considérant que Tether n'était pas transparent sur ses réserves et que, du coup, sa note était abaissée à 5, c'est-à-dire le plus grand risque de dépeg, de décorrélation entre la réserve et la réalité en cas de demande de remboursement. Donc, pour les banques, la question, c'est de se dire... est-ce que j'émets un stablecoin en tant que banque ou est-ce que j'émets un stablecoin par ma filiale établissement de monnaie électronique? Alors vous avez un cas qui est Odo BHF. C'est le seul cas aujourd'hui en Europe qui est un établissement de crédit qui a émis sur son bilan un stablecoin. Et le mot important, c'est sur son bilan. C'est-à-dire que quand vous êtes porteur d'un stablecoin Odo, vous avez un risque de crédit sur Odo, mais sur l'ensemble du bilan de Odo. Quand vous avez un stablecoin d'un établissement de monnaie électronique, vous avez un risque sur l'émetteur, mais le risque, il est finalement essentiellement sur les dépositaires de la réserve, puisque la réserve doit être placée 30% en cash minimum et 70% maximum en instruments très liquides. Et donc les 70% d'instruments très liquides, ce sont des fonds monétaires, des MMF. Et ces MMF, ils sont eux-mêmes chez un dépositaire. Donc en fait, quand vous détenez un stablecoin d'un établissement de monnaie électronique, vous avez un double risque de crédit sur l'émetteur, mais surtout sur le dépositaire. Et quand vous détenez un stablecoin d'un établissement de crédit, vous avez un seul risque de crédit sur l'émetteur, mais sur l'ensemble du bilan. Autrement dit, il n'y a pas de réserve affectée, quand c'est établissement de crédit, à l'émission de votre stablecoin. C'est-à-dire que Odo BHF et demain les autres établissements bancaires qui émettront, la contre-valeur qu'ils vont recevoir de l'émission de stablecoin, ils vont pouvoir l'utiliser comme un dépôt pour faire des crédits ou pour faire toute autre opération. En fait, la contre-valeur de l'émission faite par Odo BHF pourra servir comme n'importe quel autre dépôt aux activités bancaires. Mais vous voyez bien la différence, c'est que j'ai un risque qui n'est pas le même. J'ai un risque sur le bilan d'un côté, j'ai un risque sur l'autre côté sur une réserve, et sur une réserve qui est déposée auprès d'établissements eux-mêmes bancaires. Je vais vite parce que je vois que le temps passe. Donc les stablecoins, les grands acteurs américains n'ont pas entendu la loi Genius pour en émettre. Il y a JP Morgan qui a à la fois émis un stablecoin et un deposit token. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'autres comme Citigroup et Bank of America ont aussi annoncé des émissions dans le cadre du Genius Act. Et moi qui suis pas mal branché aux États-Unis pour des raisons professionnelles, je peux vous dire qu'il n'y a pas une banque qui n'ait pas un projet, soit en direct, soit en white labeling, soit en sous-traitance technologique, pour émettre son propre stablecoin. Donc il y a vraiment une ruée vers le stablecoin pour des cas d'usage qui peuvent être différents d'une banque à une autre, qu'on ne voit pas encore en Europe, malgré l'annonce de ces 9 plus 1, donc ces 10 banques européennes, et le cas de Odo BHF. Alors, quand une banque émet sur son bilan, bien évidemment, ça a des impacts. Je ne vais pas rentrer parce que je vois que vraiment l'heure tourne, mais je peux vous en parler si vous le voulez, sur le ratio LCR, sur le risque du bilan. Dans quelle mesure le stablecoin qui est émis va-t-il avoir un impact potentiellement négatif sur le reste du bilan, puisque c'est intégré dans le bilan, et sur potentiellement, même s'il n'y a pas de réserve pour les émetteurs établissements de crédit, mais en tous les cas pour les établissements de monnaie électronique, sur la qualité des réserves. Alors toutes ces questions, elles ont été vues par une instance dont vous deviez peut-être ignorer l'existence jusqu'à présent. Alors je ne sais même pas comment ça se dit en français, le Conseil européen de risque systémique. Je crois que c'est ça, voilà. Le CERS, qui est une autorité européenne propre sur elle, qui est assez liée
par la Banque centrale européenne et qui est donc identifié un certain nombre de risques liés à l'émission de stablecoin. Bon, ne pas oublier que comment dire, cette agence européenne est, comme je dis, quand même assez liée à la BCE, laquelle est assez, comment dire, réticente autour des stablecoins, même si les choses bougent un petit peu, notamment grâce à la Banque de France. Donc, vous avez une liste que je vous passe, mais le risque qui sont notés, c'est le risque, pour les banques, on parle d'un bank run, ici c'est redemption run, c'est la même idée, c'est-à-dire vous détenez un stablecoin, vous voulez être remboursé de 1 pour 1, est-ce que l'émetteur a la capacité de rembourser instantanément, 1 pour 1, la demande qui lui est faite? Bien sûr, ça dépend de, si c'est une banque, la totalité de son bilan, et si c'est un EME, la liquidité de ses réserves. Donc ça, c'est un sujet assez compliqué qui a un impact sur le LCR, et je pourrais vous en parler longuement si vous voulez. Bien sûr, il y a le risque de décalage actif-passif qui est absolument classique, mais surtout le décalage de décorrélation. Le décorrélation, elle peut être due pour différentes raisons, et notamment, ce qui n'est pas le cas quand on est régulier, mais quand vous n'êtes pas régulier, quand vous n'avez pas une grande transparence sur la composition de vos actifs en réserve. C'est l'une des motivations qu'a avancé Standard & Poor's pour dégrader Tether en disant, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont dans leurs réserves. Ils ont sûrement mis un peu d'actifs un peu spéculatifs pour arriver à tel résultat. Je rappelle que Tether, au premier semestre, a fait 10 milliards de dollars de résultats. Que l'année dernière, ils ont fait un résultat de 14 milliards de dollars, c'est-à-dire équivalent au BNP Paribas. Ils sont 120 personnes. Voilà. Juste pour vous donner quelques idées comme ça. Donc voilà, il y a tout un nombre de risques. Et puis il y a un autre type de risque qui chatouille vraiment la BCE pour des questions de souveraineté. C'est ce qu'on appelle la double émission. Donc, je vous ai dit, il y a le Genius Act aux États-Unis et il y a MiCA en Europe. Donc, c'est deux réglementations qui sont proches, mais qui ne sont pas les mêmes. Vous êtes un émetteur global. Par construction, vous êtes global, puisque votre stablecoin il circule partout à travers le monde. Vous devez donc être conforme aux deux réglementations. Mais dans ce cas-là, si vous êtes conforme aux deux réglementations, c'est-à-dire que vous avez deux émetteurs pour un stablecoin. Vous avez un émetteur américain et un émetteur européen pour le même stablecoin. Ça, c'est le business model de Circle et de Paxos. Paxos étant le deuxième, aujourd'hui le second, on verra ce sera le deuxième, est double émetteur États-Unis, Europe sur un stablecoin euro ou dollar global. Et donc, quand vous avez un double émetteur, la question est de savoir où est la réserve. Est-ce que la réserve est aux États-Unis ou est-ce qu'elle est en Europe? La réponse, elle est aux deux. Mais comment je fais le split entre les deux? Ça dépend. Pour les je vais calculer en temps réel le nombre de porteurs de stablecoin en Europe et je mets en face la réserve européenne. Et je fais ce qu'on appelle du rebalancing entre la réserve américaine et la réserve européenne. Alors la BCE, comme le comité là, nous dit, mais en cas de course au remboursement, de redemption run, tous les Américains risquent de venir en Europe de demander un remboursement. C'est ça la question derrière l'émission de double émission. C'est-à-dire, en fait, comment on peut assurer de protéger les investisseurs européens sur une émission globale dans laquelle, finalement, il y a une réserve qui est bien sûr allouée de chaque côté, mais rien n'interdit à un porteur américain d'aller se faire rembourser en Europe s'il estime que le droit est plus protecteur, ce qui est le cas en Europe par rapport aux États-Unis. Le règlement MiCA, je ne rentre pas dans le détail, est beaucoup plus protecteur que le Genius Act en matière de remboursement du stablecoin. Donc le risque juridique est exact. Je passe encore une fois parce que le temps passe. À côté de ça, vous avez le FSB qui est plus connu, c'est le Financial Stability Board, qui lui aussi a sorti un papier là il y a quelques jours, il y a quelques semaines à peine. Ça reprend un petit peu les mêmes sujets, donc vous le verrez, je ne vais pas passer. Il reprend un petit peu les mêmes points d'attention que le Comité européen des risques systémiques. Donc je passe un petit peu. Et justement, je voudrais passer maintenant sur cette question de risque systémique à propos de stablecoins en euros. En fait, il y a eu tout un débat dans les cercles d'experts avec la Banque centrale européenne et puis les émetteurs de stablecoins ou ceux qui travaillent autour, de se dire, mais finalement, y a-t-il un risque systémique d'avoir
un stablecoin en euros. On ne parle pas du stablecoin dollar, on parle du stablecoin en euros. Le risque du stablecoin dollar, c'est la souveraineté. Le risque du stablecoin euro, c'est le systémique. Pourquoi c'est potentiellement un risque systémique? Parce que les émetteurs, donc, on doit avoir des réserves, ce sont des EME, placées auprès des établissements de crédit. Dans quelle mesure les établissements de crédit ne sont pas à risque eux-mêmes d'avoir énormément de dépôts d'actifs, soit sous forme de cash, soit sous forme d'instruments financiers, dans leur bilan. Et en fait, la réponse, c'est une étude qui a été faite toujours par le même organisme ici. Donc, si vous prenez quelque chose d'assez simple, qui est de dire, je prends la masse monétaire M1. Je considère que finalement, le ratio de stablecoin sur la masse monétaire, il est de 1,25% à fin 2024, c'est 230 milliards. Finalement, je mets ce même ratio pour une émission en projection, une émission de stablecoin en euros. Donc j'aurai, par rapport à la M1 en euros, j'aurai 130 milliards d'euros de stablecoin émis, par rapport, encore une fois, aux 400 millions aujourd'hui. Hein. Donc 400 millions aujourd'hui, 130 milliards si on a un ratio équivalent au ratio des États-Unis aujourd'hui. Et je prends l'hypothèse que toutes les réserves sont en dépôt bancaire et non investies en titres pour 70%. Donc l'hypothèse la plus conservatrice. Est-ce que le liquidity buffer, dans ce cas-là des SIS, Significant Institutions, qui est de 5 000 milliards d'euros, est suffisant? Ce liquidity buffer, il est de 158% aujourd'hui. Autrement dit, si demain, il y a un risque de redemption run, est-ce que les banques qui détiennent ces dépôts sont ou non à risque? Et la réponse ici, finalement, de l'autorité comment dire, qui apprécie les risques systémiques, est de dire non, pour tout un tas de raisons, c'est pas en risque. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un organisme qui est très proche de la BCE, qui nous dit même si le volume des stablecoins euros monte jusqu'au ratio de M1 qui existe aux États-Unis, il n'y a pas de risque systémique en Europe. Donc il y a la place vraiment pour des émetteurs européens et pour continuer l'évolution. Tu vois que je suis en retard quand même, tu m'as donné du temps. Et du coup, je... 45, ton moyenne était 46. Ah, c'est pas mal. Non, mais le reste, j'en ai déjà parlé. Financement de la dette publique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous verrez dans les slides. Et puis les cas d'usage, je pense qu'on en parlera pendant la table ronde. Donc c'est pas la peine d'en parler. Je voulais surtout insister sur cette question de l'euro numérique et cette question d'absence de risque systémique. C'est pas ici un cabinet de consultants ou je sais pas qui le dit. C'est le Conseil européen du risque systémique qui dit il n'y a pas de risque systémique. Donc c'est un peu toute proportion gardée. C'est comme l'histoire, bon allez, je ne vais pas faire de politique, Reporters sans frontières et CNews, c'est-à-dire l'arroseur arrosé. Là, la BCE, elle se trouvait arrosée par son propre organisme qui dit il n'y a pas de risque systémique. Donc finalement, arrêtez de nous embêter, vous émetteurs. Voilà, bref. Donc j'ai fini, pour faire court. On peut l'applaudir.